Retour à une vie normale à Capesterre-Belle-Eau. Depuis la signature des accords à la CASBT hier, les barrages ont été levés, l'eau coule à nouveau dans les robinets. Capesterre-Belle-Eau est encore à la une ce soir. Et le leader du LKP, Elie de Mota, a été auditionné cet après-midi dans une ambiance survoltée à la suite d'une plainte de Bruno Blandin. Un procès aura lieu le 31 mai prochain au tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Exercice de lutte aujourd'hui contre une pollution maritime sur une plage du Gosier. Plus d'une vingtaine de décideurs venus de 14 pays de la Caraïbe a fait le déplacement pour réfléchir aux moyens d'action à mettre en place en cas de catastrophe. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Le leader du LKP a été convoqué ce matin à la gendarmerie de Micquel aux Abîmes. Le patron de la concession automobile et patron du MEDEF, Bruno Blandin, accuse Elie de Mota d'avoir causé des dégradations de matériel et commis des faits de violence lors de la mobilisation générale qui s'est tenue au mois d'avril dernier. Reportage Karen Diama. Pour soutenir leur secrétaire général, membres et sympathisants de l'UGTG se sont rassemblés ce matin devant la gendarmerie de Micquel. Blandin, qui est patron à BMW et aussi patron à le MEDEF, qui portait plainte contre le secrétaire général en nous, Elie de Mota, et qui a dit comme ça qu'il était dégradé et était agressé avec d'autres camarades. Donc nous avons bien compris, nous avons bien vu que c'est toujours dans ce sens que la justice là, ça a marché. D'avoir depuis 2014, il y a une plainte qui est déposée par l'inspection du travail contre Blandin parce que justement, il licencie un camarade de nous pour des motifs qui pas ni pour valet et pourtant, il pas ni poursuite, il n'a pas fait rien. Mais là, il décrétait du jour au lendemain que voilà, qu'il a agressé en réunion et qu'il a mis à présent, il a convoqué pour auditionner. Auditionné pour des faits de dégradation de matériel, mais aussi pour des faits de violence en réunion, survenus le 12 avril dernier lors de la mobilisation générale de l'UGTG. Elie de Mota peut compter sur le soutien indéfectible du syndicat. Fonction des Kassakebaï, bien entendu, nous avons mobilisé et nous avons parlé pour la suite, quelle que soit la décision qu'il prend, quelle que soit la suite qu'il bail, parce que nous savons très bien que si il auditionné là, c'est parce qu'il a déjà dit en tête à qu'il est condamné. Nous avons connaître c'est toujours comme ça qu'il a fonctionné, donc nous avons parlé et nous attendons la suite. À l'issue de 3 heures d'audition, seul un chef d'accusation sera retenu à l'encontre d'Elie de Mota, qui devrait comparaître le 31 mai prochain devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour répondre de l'accusation de violence en réunion. Et la vie reprend son cours à Capesterre-Belle-Eau. Après la signature de l'accord entre les grévistes et la CASBT, l'eau est progressivement de retour dans les robinets. Voyons le reportage de Nathalie Dinan et de Moïse Dexter. Les habitants de Routier ont eu la mauvaise surprise de ne plus avoir de l'eau au robinet ce matin, 12 heures après la signature du protocole d'accord de fin de conflit entre les agents de la Régie des eaux et leur tutelle, la communauté d'agglomération du Grand Sud Caraïbes. Certains avaient un filet, ils ont pu faire des réserves ou des lessives. Il n'y avait pas d'eau au bout, il y en a eu. Il n'y avait pas, ça fait au moins 1 mois et demi qu'on n'a pas d'eau à Routier. Hier, ils l'ont envoyé. Je ne peux pas dire que ça a servi à rien. Hier soir, vers 20h, il n'y en avait plus. Comme ils ont dit qu'ils vont faire des coupures, ils vont envoyer, couper à Routier, envoyer à Fort-Cacao, couper à Fort-Cacao, envoyer à un autre endroit. D'ici demain, on aura. Ah ben, tenez de l'eau. Nous portons manœuvre. Tenez une machine à faire, nous faisons machine, nous faisons tout ça, nous donnons à faire, nous remplissons de l'eau. Couper bon matin là, nous lever pas tenir. C'est là sans vrai, rien va changer. Mais comme il dit au commandant sous pressé, nous attendons. Il reste vigilant, mais sont prêts à recommencer si les promesses des élus
n'étaient pas respectés. Tout bit est pour régler, quoi, parce que nous attendons vraiment si c'est tout de l'eau là qui est respecté. Bon matin, la faute est venue devant l'école là, c'est là où qui attend moun parler. De l'eau là, moun pour ni de l'eau, quoi. C'est ça nous peut faire. Nous pas ni pour d'autres solutions, c'est attendre de voir si c'est moun là qui a respecté engagement à eux, quoi. Les habitants des sections de Routier, Kakado, Foncacao sont patients. Ils espèrent ce précieux liquide plus régulièrement au robinet. Le peu obtenu hier dans la journée maintient l'espoir. Ils disent nous, ils ont fait des travaux. Ils ont besoin de matériel parce qu'ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas de ça qu'il faut pour tes travail. Mais apparemment, ils ont recevoir en pelle pour te dégager en vanne qui était bouché avant roche. Alors, nous attendons de voir si la carrière presque à l'heure normale. La vie reprend son cours peu à peu. On continue de faire des réserves pour les tâches ménagères, faire à manger, la vaisselle, nettoyer les sols et se laver. Mais c'est loin d'être évident. Vous voyez, on m'amène de l'eau et je suis obligée de remplir. Quand il y en a, je prends de l'eau, je mets dans des bouteilles et quand la pluie tombe encore, je ramasse de l'eau dehors. Et je ne peux pas marcher pour aller prendre de l'eau là. Les capestériens refusent d'être pessimistes, même s'ils sont conscients que le combat est loin d'être terminé. Et l'Assemblée nationale a adopté hier le budget pour la mission Outre-mer en 2017. Il a été voté plus de 2 milliards d'euros. C'est donc très légèrement supérieur à celui de l'an dernier. L'analyse tout de suite d'Éric Dupuis d'ATV Paris. Depuis sa présentation début octobre jusqu'au vote ce mercredi, la ministre des Outre-mer n'a eu qu'un mot d'ordre pour qualifier la dotation de l'État pour les Outre-mer en 2017. C'est un budget d'avenir. C'est un projet dynamique, dans la continuité, mais aussi dynamique et avec des montants qui ont été maintenus pendant toute la mandature, au-delà de 2 milliards. Donc nous voyons bien que l'effort que nous faisons, que le gouvernement fait, correspond à une attente, correspond à une perspective. Une perspective gouvernementale qui convient parfaitement aux députés du Nord martiniquais. Donc ça veut dire tout simplement que les territoires d'outre-mer sont connus et reconnus par ce gouvernement-là. Donc je ne peux que saluer cette belle initiative. Pour Alfred Marie-Jeanne, en revanche, ce budget est bien trop beau pour être vrai. Nous sommes à la veille des élections présidentielles, nous sommes à la veille des élections, comment dirais-je, législatives. Donc comme je l'ai dit, il y a une surenchère démagogique. En réalité, ce projet de budget n'était pas en augmentation, il était largement en diminution. Et malgré tout, je me suis généreusement abstenu. Serge Letchimy a voté pour et est persuadé qu'il sera maintenu tel quel sur l'ensemble de l'année prochaine. Que quel que soit le gouvernement qui sera là demain matin, ce gouvernement, soit en faisant des modificatifs, peut revenir sur le budget. Mais je pense qu'il y a quand même des principes à gagner qu'on observe. Le budget est voté, il est bien voté, donc je n'ai pas de doute là-dessus. La discussion du budget au Sénat doit commencer jeudi 24 novembre. La Haute-Chambre, détenue par la droite, a d'ores et déjà affirmé qu'il n'y aurait pas d'étude de texte ni de vote, comme si ce budget n'aurait pas lieu d'exister en 2017. Et l'ancien protégé de François Hollande est officiellement candidat à la présidentielle de 2017. Créant un faux suspense pendant des mois sur ses ambitions, il a officiellement déposé sa candidature hier. Que pensez-vous de celle-ci? Patrick Curie vous a posé la question, on vous écoute. Non, c'est vrai, ça je l'ai entendu par contre. Là-dessus, bon, savoir si c'est une bonne chose ou pas, donc il faudrait connaître son programme, parce que j'avais tout est basé là-dessus. Hein. Bon, que ce soit le moment des élections, je vais écouter un peu ce qu'ils disent, parce que moi je vote toujours. Il était avec le président, il l'a laissé, bon, il a pris sa décision, il a jugé bon de prendre cette décision. Je pense. La suite, on verra. J'ai entendu parler de lui, c'est un petit jeune, comme beaucoup de jeunes, mais enfin bon, je sais pas. Je ne le connais pas trop, mais je trouve qu'il est un peu trop jeune. Il faut qu'il fasse un circuit, bien apprendre comme tous les autres, et puis il va pouvoir se dire, vouloir se faire candidat. Que ce soit Macron ou un autre, c'est pareil pour moi. C'est du nul, hein, pour moi. C'est du nul. Bon, il n'est pas assez mieux, quoi. Il faudrait qu'il a... Non, je crois, il veut aller trop vite. Ça ne m'emballe pas, je ne sais pas trop vraiment ses ambitions. Parce qu'au départ, on pensait qu'il voulait pour François Hollande. On s'aperçoit qu'il s'embarque dans une aventure. Parce qu'une aventure comme ça, il faut avoir quand même une équipe.
solide, une structure politique solide. Hein. La campagne présidentielle, c'est une campagne qui est très dure. Tous les coups sont permis, donc il faut avoir du monde autour. Je pense que la candidature est bien fragile. Et l'ex-candidate à l'élection régionale, Mélina Seymour, s'est-elle félicitée de cette annonce, rappelant par communiqué qu'elle est prête à battre campagne pour ce candidat qu'elle soutient. Et maintenant, ce fait divers en Martinique, ce matin au quartier Beau Séjour de Trinité, plusieurs personnes ont été blessées par balle. Un jeune homme d'une vingtaine d'années était vraisemblablement la cible de l'attaque. 4 victimes ont été transportées au CHU. Il s'agirait d'un règlement de compte. Reportage Loïc Régis, Michelet François. Il est environ 8h15 quand un groupe de 4 individus fait irruption à la cité La Flottille au quartier Beau Séjour. Rapidement, le ton monte. Un jeune homme reçoit des coups de coutelas au poignet et à la tête. Ses amis tentent de le défendre. L'un d'eux reçoit également des coups au bras. Des coups de feu sont ensuite tirés et les blessures sont sérieuses. Une rixe qui choque les riverains. J'ai bandé ça mais vite fait et tout, mais bon, c'était choquant. J'ai pas pu tenir le coup non plus parce que ça m'a vraiment traumatisé, quoi, du fait que bon, ce sont des enfants, ça pourrait être mon fils, donc voilà quoi. Mais c'était vraiment surréaliste, choquant. Les blessures étaient sérieuses? Très sérieuses, vraiment, c'était atroce. Là, c'était été réveillé par plusieurs coups de feu. D'abord, on pensait que c'était des pétards. Et bon, quand j'ai vu au niveau du lycée qu'il n'y avait rien, et puis quand j'ai regardé par en bas, j'ai vu qu'il y a des jeunes qui couraient, ils étaient à plusieurs. Il y avait des coutelas, il y avait une arme à feu aussi. Et puis ils se sont battus, c'était un vrai western. Il semblerait qu'une altercation entre jeunes de Trinité hier soit à l'origine du règlement de compte. En tout, 4 victimes sont à déplorer. 3 jeunes hommes ont été acheminés au CHU par les secours. Et ce matin, la brigade de Trinité a été appelée pour intervenir sur une rixe qui a lieu à la cité Beau Séjour. Donc ils sont intervenus et maintenant nous essayons de déterminer les circonstances de cette rixe. En fin de matinée, aucun pronostic vital n'était engagé. Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Trinité. Et la Guadeloupe sera le département le plus âgé de France en 2030, un vieillissement qu'il convient d'anticiper en adaptant notamment les logements des personnes âgées. Betty Bessery, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors vous êtes la directrice de la retraite et des données sociales, un service qui dépend totalement de la Caisse de sécurité sociale. Près de 60% des personnes âgées vivent à leur domicile, des logements souvent inadaptés. Alors vous proposez pour les aider à améliorer leur habitat une aide d'un montant de 3 500 €, mais il se trouve que le montant de cette subvention, bien souvent, ne suffit pas. Expliquez-nous pourquoi. Alors, avant tout, merci beaucoup de nous avoir invités au niveau de la Caisse générale. Et puis, c'est vrai qu'en 2030, nous aurons cette violence là au niveau démographique parce que nous aurons un nombre de personnes âgées très important. Et puis, les personnes âgées vieillissent en même temps que leur logement. Et en ce moment-là, les dotations aussi au niveau de la sécurité sociale diminuent parce que, comme vous le savez, avec un nombre important de personnes âgées, nous avons moins de capacité à aider les personnes. C'est la raison pour laquelle nous voulons lancer un message, avant même de commencer sur les aides, à toutes les personnes qui doivent partir à la retraite, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont à partir de 55 ans. Nous souhaitons qu'elles anticipent le départ à la retraite. C'est-à-dire que 7 ans avant de partir pratiquement, il faut adapter son logement, l'améliorer et anticiper. Il faut y penser par rapport à son état de santé, à son futur état de santé. Les maisons sur 2-3 étages. Sur 2-3 étages, avec des escaliers qui montent de chaque côté ou bien avec trois escaliers qui vont dans la chambre, des escaliers qui vont dans la cuisine. Là, effectivement, ce ne seront pas des maisons qui seront adaptées à votre future situation. Et il faut faire ces adaptations au moment où vous avez la capacité, vous êtes actif, vous êtes salarié, vous avez la capacité de faire des prêts et vous n'avez pas des revenus qui sont diminués ou bien effectivement un état de santé qui ne permet pas aux banques de vous faire un emprunt. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important et c'est ce message que nous voulons lancer. Alors évidemment, au niveau des aides, maintenant, dont vous parliez tout à l'heure, l'aide de la sécurité sociale est de 3 500 € en fonction toujours des ressources. Et donc, ce que nous constatons, c'est que les logements, justement, ils sont très vétustes. Le montant des travaux tourne autour de 15 000, 30 000 € et notre capacité à financer les travaux n'est pas suffisante. Même avec le concours des autres institutions qui aussi octroient des aides,
la personne âgée n'arrive pas à réparer sa maison. Et que deviennent ces personnes justement qui ne peuvent pas bénéficier du montant de l'aide dont ils ont vraiment besoin? Eh bien, ces personnes-là, justement, c'est ce que nous proposons. Nous faisons un appel à l'ensemble des bailleurs, à des porteurs de projets, de manière à ce qu'ils puissent aider ces personnes-là à réhabiliter leur logement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons déjà signé un premier partenariat, par exemple, avec la SIG et puis l'État, sur Port-Louis, par exemple, et puis sur Marie-Galante, où nous avons investi, nous avons fait des prêts à 0% et puis nous avons donné des subventions de l'ordre de 100 000 euros de manière à ce que les logements des personnes âgées soient adaptés, réadaptés et à ce moment-là aussi permettre aux personnes âgées d'avoir des loyers diminués de plus de 20%. Donc là, c'est effectivement, donc nous faisons appel aux bailleurs, nous faisons appel aussi aux porteurs de projets, de manière à ce que des personnes âgées aient le choix de leur parcours résidentiel. Aujourd'hui, vous n'avez pas tellement le choix. C'est vrai que tout le monde a envie de rester à domicile, hein, c'est le choix de chacun. Sinon, ce sont les EHPAD. Voilà, soit ce sont les EHPAD. Et là, aujourd'hui, vous n'avez pas une personne âgée, la personne âgée qui veut aller habiter dans une résidence sociale avec d'autres personnes âgées comme elle pour ne pas rester isolée, elle n'a pas tellement ce choix-là parce qu'il n'existe pas beaucoup de structures intermédiaires. On va en venir, Betty Bessery. Oui. Il existe 4 types de foyers de ce type en Guadeloupe. C'est encore trop peu. Comment l'expliquer? Mais parce que justement, donc, les investissements ont plutôt été consacrés aux EHPAD. Et puis parce que, par exemple, certaines institutions ont privilégié l'accueil familial, c'est-à-dire mettre la personne âgée chez une personne bien portante qui l'accueille chez elle, etc. Donc, ce sont plutôt ces structures, ces sortes de structures qui ont été privilégiées. Et les structures intermédiaires qui demandent un financement public ou privé, ça ne l'a pas été. Donc là, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des prêts à 0%, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi bien sur l'investissement que sur l'équipement. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons un appel lors de ce salon à tous les porteurs de projets qui veulent bien venir nous voir, de manière à ce que nous puissions les conseiller, tant sur la démarche que sur, effectivement, ces financements que nous octroyons. Betty Bessery, est-ce que finalement l'aide à domicile n'est pas la solution? Les personnes âgées n'ont peut-être pas forcément envie de déménager, de perdre leurs habitudes. Est-ce que ce n'est pas mieux? De rester à domicile? De rester à domicile, de privilégier l'aide à domicile. Oui, bien sûr, mais c'est mieux. Ce que nous préférons, c'est que les personnes restent à leur domicile. Mais pour autant, si votre logement n'est pas adapté, parce que votre logement est devenu trop ancien, trop vétuste, vous ne pouvez pas rester dans ce logement. Si vous n'arrivez pas à trouver les financements, si vos enfants ne peuvent pas vous aider, vous ne pouvez pas rester dans ce logement. Et c'est la raison pour laquelle, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons la possibilité, nous passons un partenariat avec les bailleurs sociaux de manière à pouvoir, si la personne ne peut plus rester dans son logement individuel, si les enfants ne peuvent pas l'aider, qu'elle puisse intégrer un logement à la mesure, je veux dire, de son état de vieillissement. Donc, puisque c'est bien de rester chez soi, mais si on est trop isolé, si la maison est trop vétuste, si la maison tombe sur vous, ce n'est pas non plus sécurisant et il n'est pas conseillé qu'une personne âgée puisse rester dans ces conditions-là. Betty Bessery, merci d'avoir accepté de répondre merci à nos beaucoup. questions ce soir. Parlons maintenant du développement économique de la Guadeloupe. La région Guadeloupe poursuit ses consultations dans l'objectif d'élaborer les schémas régionaux prévus dans le cadre de la loi Notré. Il était question ce matin de débattre sur l'agriculture et la pêche au centre socio-culturel de Duval à Petit Canal. Le compte-rendu de Nathalie Dinane et de Moïse Dexter. Nous sommes à mi-parcours des débats consultatifs lancés par la région Guadeloupe pour établir le schéma de développement économique pour les 5 ans à venir. L'agriculture est un des axes importants. Il a été débattu ce matin sur le site de Duval. Pour l'agriculture, par exemple, l'installation, le renouvellement de cette population de l'agriculture, les conditions, si vous voulez, de la transmission du foncier. Ensuite, il est prévu que toute la logique d'élargir les débouchés commerciaux pour les socioprofessionnels soit examinée en groupe et bien sûr comment y parvenir. Un débat qui ne fédère pas forcément dans un secteur en pleine crise. Selon certains agriculteurs, il faudrait régler les problèmes existants avant de construire un avenir. Il y a parlé de l'agriculture. C'est mon ça c'est papier regarder. C'est nous qui a subi les problèmes sur le terrain. Pour monde pas faire rien. C'est assez papier.
Il y a tout le monde décidé en haut, mais nous pas ni droit la parole. Mais je dis nous dit non. Parce que nous, le président de la région, moi pas perdu en connaissance de cause. Depuis en janvier, il a demandé en réunion. Il dit qu'il y a un conseiller régional agricole. Ça fait 3 mois. Il dit qu'il a mis en contact avec nous parce que c'est lui qui a payé. M. Jean-Marie Hubert. 3 mois nous attendons. Nous avons Jean-Marie. Nous avons fait une réunion après ça. Pour nous dans la région, pas prêter dans la réunion. Et je dis à qu'on vient parler d'agriculture. Non, on ne fait pas parler d'agriculture. C'est nous qui avons décidé à présent. Ça nous veut pour l'agriculture. C'est nous qui avons le problème en nous. Alors je dis à nous qu'on dit non, ça a arrêté. C'est nous qui avons décidé à présent. Pour d'autres, c'est enfin l'occasion d'être ensemble, d'être entendus et d'avancer. À mon avis, c'est important de faire ce type d'exercice-là parce qu'en fait, pendant très longtemps, ce sont les institutions qui ont pris des décisions et qui nous ont présenté des programmes proposés par eux avec leur propre analyse. Simplement aujourd'hui, le système se veut autrement, c'est-à-dire qu'on vient à la base puiser et à partir de ce qu'on aura obtenu et collecté comme information et puis en termes de squelette, la région se prétend pouvoir élaborer un schéma d'aménagement sur le volet agricole. Et ceci pour tous les secteurs d'activité, que ce soit le tourisme, l'artisanat, peu importe, mais dès lors que c'est un secteur d'activité porteur. D'autres consultations sont prévues jusqu'à la fin du mois. Et parlons santé maintenant. Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète, le Centre communal d'action sociale de la ville du Gosier, en partenariat avec l'Association des diabétiques de Guadeloupe, organisait une journée d'information et de dépistage au pôle administratif de la ville aujourd'hui. L'occasion pour nous de nous intéresser au travail de ces bénévoles. Comment travaillent-ils? Karen Diamin nous en dit plus. En Guadeloupe, 8% de la population est touchée par le diabète. Un chiffre alarmant qui nourrit le travail des associations de diabétiques. Nous avons chaque semaine, nous participons à des demandes de personnes, d'autres associations qui nous sollicitent pour des actions de proximité parce que nous donnons priorité à ces actions de proximité parce qu'effectivement les gens se sentent plus à l'aise. Aujourd'hui, c'est au Gosier que l'association s'est rendue pour prodiguer conseils et informations. C'est très important puisque en premier lieu, ils font des dépistages. Et sans dépistage, je crois qu'on peut rester malade pendant très longtemps, puisqu'on sait que le diabète, c'est une maladie sournoise. Donc sans dépistage, je pense que l'Association des diabétiques de la Guadeloupe fait un travail très très important. Je trouve que c'est une décision, enfin une activité qui est indispensable pour la Guadeloupe, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes de diabète et qui ne le savent pas. Donc à mon avis, ça pourrait aider tout le monde, y compris la famille des diabétiques. Créée pour répondre à une forte demande, l'Association des diabétiques de Guadeloupe vit essentiellement de subventions qui parfois ne sont pas suffisantes. Il faut dire que ce que nous voulons faire, on ne peut pas toujours le réaliser parce que les subventions diminuent de plus en plus. Nous avons aussi des adhésions, les cotisations qui ne sont pas chères puisque en fait, cotiser, faire partie de l'association des diabétiques, c'est 22 € pour l'année. C'est peu, mais malheureusement, nous avons énormément de diabétiques sur le terrain, mais nous avons peu d'adhérents. On devrait avoir 600 adhérents. Ça nous permettrait vraiment de faire des choses pour les personnes. Nous lançons des appels pour que les gens viennent à nous, viennent nous aider en payant une cotisation de 22 € et en s'inscrivant en tant que bénévole, parce que nous avons aussi besoin de bénévoles actifs, de bénévoles qui sont professionnels de santé et de bénévoles qui peuvent nous proposer d'autres choses. Nous avons besoin en fait, c'est comme ça que nous fonctionnons. Les subventions ne sont pas suffisantes, mais nous faisons appel à la population afin qu'elle puisse venir nous aider, nous porter main forte. À ce jour, l'Association de diabétiques de Guadeloupe compte environ une centaine d'adhérents et une trentaine de bénévoles. Restez avec nous. Dans quelques minutes, la reine de la Biguine sera de retour sur scène. Winnie Kaona sera en tournée en Guadeloupe. Et puis nous nous intéresserons aux enjeux de la périculture. Les professionnels sont rassemblés en congrès des Antilles-Guyane au Memorial Act en ce moment. Mais avant, parlons de cette initiative. Des élèves du lycée de Massabielle ont inauguré ce matin un panneau explicatif sur les sargasses sur la plage de Lens-Maurice à Petit Canal. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un projet européen avec le concours de l'ONF. Une façon pour ces jeunes écolos d'apporter leur pierre à l'édifice. Nathalie Dinan, Patrick Curie.
L'idée est venue d'une sortie pédagogique à Porte d'Enfer dans le cadre du projet européen Green My School en faveur de l'information et de l'éducation que les élèves du lycée Massabielle ont dévoilé ce matin un panneau sur les sargasses pour mieux prévenir ce fléau et informer sur les précautions à prendre. Nous avons donc eu l'opportunité de mener un projet Erasmus au lycée de Massabielle à Pointe-à-Pitre et donc nous avons choisi le thème sargasse parce qu'il est ancré donc dans le développement durable et donc il intervient aussi dans la problématique du changement climatique et donc nous avons jugé utile de nous arrêter et de pouvoir apporter des solutions et donc d'élaborer ce panneau afin de sensibiliser et d'informer surtout la population sur le problème des sargasses et puis aussi donc mettre en avant les personnes qui s'en chargent lorsque nos plages sont impactées. Des informations en français et en créole, une belle initiative de la théorie à la pratique pour mieux sensibiliser les élèves. C'était ça au départ, c'était de l'information et c'était surtout un projet qui devait impliquer des élèves qui sont depuis l'an dernier. Cette année, on a 2 classes de seconde, la seconde 3 et la seconde 4 et nous sommes toutes les 2 professeurs principales. Et donc nous sommes là pour permettre aux enfants en fait de mettre en place des actions et surtout pour que les actions soient très concrètes. Donc la problématique sargasse, ça leur parlait beaucoup et ça leur permettait en fait de toucher du doigt un problème environnemental. Les élèves de Massabielle partiront au mois de janvier en Belgique pour présenter ce projet à travers sa concrétisation, ce panneau explicatif. Et que faire en cas de déversement d'hydrocarbures dans nos mers? Les océans du monde sont de plus en plus touchés par des pollutions de toute nature. Pour s'en prémunir, un exercice de formation a eu lieu sur une plage du Gosier aujourd'hui. Une opération qui s'inscrit dans le cadre d'un séminaire international qui rassemble plus d'une vingtaine de décideurs venus de 14 pays de la Caraïbe. Reportage Isabelle Hameau. Sur ce chantier, des techniciens habillés et équipés pour dépolluer la plage. Première étape. Arrivé sur le chantier, on va commencer par enlever les macro-déchets pour éviter qu'il y ait trop de traitement de déchets à faire en zone de décontamination. Cela consiste à retirer les algues et les pierres pour ensuite utiliser cet appareil qui va nettoyer la plage contaminée par l'hydrocarbure. Cette technique, c'est un moyen qui permet de faire remonter l'hydrocarbure et ensuite nous récupérons cet hydrocarbure à l'aide de barrages et de boudins absorbants ou éventuellement avec une écrémeuse. Allez, on y va. L'hydrocarbure sera récupéré au moyen de matériaux absorbants. C'est-à-dire, lorsqu'on a fini de travailler avec les EPI souillés, nous avons une filière que nous faisons passer les EPI, c'est-à-dire il faut qu'ils soient retraités aussi pour enlever l'hydrocarbure. Et là, on va se faire décontaminer. En fin de compte, dans un premier temps, on va faire un nettoyage au Karcher sur les EPI et ensuite, on va enlever cet EPI-là et ensuite, on va passer en zone non souillée. Un processus qui peut être répété au besoin si le lavage initial n'aboutit pas au niveau de dépollution désiré. L'ensemble des préicultrices des Antilles-Guyane étaient rassemblées aujourd'hui au Memorial Act dans le cadre du 4e congrès de ce corps de métier. Patricia Galou-Vétéran, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors le thème cette année, c'était l'impact de l'environnement sur les enfants. Notre consoeur, Isabelle Hameau, était également sur place. On regarde son reportage. Bien. Chaque année, ces professionnels de la prise en charge des tout-petits, mais aussi des plus grands, se rejoignent et débattent sur de nombreux thèmes concernant leur profession. Cette année, le thème est sur l'environnement, l'impact de l'environnement sur la santé de la mère et de l'enfant, parce que l'environnement reste une problématique actuelle qui influence sur l'enfant et sa famille. Donc on a voulu aborder ce thème-là, notamment au travers de différents intervenants qui vont parler du chlordécone, qui vont parler aussi des cosmétiques, qui vont parler, il y a le Zika aussi qui reste une problématique. On a nos collègues de Guyane qui vont faire une intervention sur le mercure. Le thème de cette 4e édition sur l'impact de l'environnement sur la santé entraîne ces professionnels à miser sur les produits bio pour les enfants. Un retour au naturel qu'ils préconisent
aux parents. Et tous les produits d'hygiène qu'on utilise, alors c'est vrai qu'il y a de gros efforts qui sont faits, mais là on va faire aussi intervenir ce qu'on peut faire avec les produits naturels. C'est-à-dire on est vraiment sur le naturel, le bio, le durable, ce qui nous revenir à nos racines quelque part. Donc c'est pour ça qu'on a voulu quelque chose très dans la nature. On a fait intervenir aussi dans ce qu'on va proposer, que ça soit en boisson ou en aliment. On a misé sur le bio, sur le local, donc en jus, où on va avoir des jus de céleri, de persil, de curcuma, voilà, sur des choses qu'on peut trouver qui font partie des éléments naturels. La santé des enfants, une priorité au cœur de ce 4e congrès des puéricultrices, un métier qui n'est pas souvent mis en avant et qui pourtant conditionne les premières années de la vie en commun. Patricia Gallo-Vétéran, vous êtes la présidente de l'association des puéricultrices, je vais y arriver, de la Guadeloupe. Vous êtes environ 150 sur tout l'archipel. Ça fait bientôt presque plus de 20 ans que vous exercez ce métier. Oui. Quel est votre regard sur son évolution ? Alors, j'ai envie de dire, quand j'ai commencé à travailler en tant que puéricultrice, c'était beaucoup les soins, la partie hygiène, puisque nous étions à une période où on avait un fort taux de mortalité chez les tout-petits, des mamans aussi qui étaient en grande difficulté de santé. Donc, la puéricultrice, donc, quand j'ai commencé à travailler dans les années 80, le travail portait beaucoup sur les soins à l'enfant. J'ai le souvenir, je travaillais en crèche, où l'enfant arrivait le matin, devait être complètement déshabillé. On lui donnait un bain pour vraiment s'assurer qu'il était tout propre, tout beau, et ensuite on lui mettait des vêtements tout propres. Au jour d'aujourd'hui, le métier, heureusement, a beaucoup évolué. La puéricultrice, bon, les soins, on en fait nettement moins. La puéricultrice est davantage dans l'accompagnement de la parentalité, soutien aux familles et être beaucoup plus disponible pour pouvoir écouter et apporter des conseils beaucoup plus avisés. Votre profession est en première ligne, de l'hôpital jusqu'à l'arrivée de l'enfant à son domicile. Quels sont les besoins aujourd'hui pour les parents guadeloupéens ? Oui. Alors c'est un besoin, j'ai envie de dire, basé sur l'évolution de la société. C'est-à-dire on constate l'éclatement familial. Autrefois, la famille était élargie, donc même si les parents étaient en difficulté, un relais familial était mis en place. Il y avait toujours un oncle, une tante, des grands-parents qui prenaient le relais pour l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, nous constatons, puéricultrices sur le terrain, un isolement familial. Déjà, c'est vrai que les logements que les familles occupent ne sont plus les mêmes, ce sont des plus petits logements. Par ailleurs, la famille, j'ai envie de dire, a envie bien souvent d'être seule maître à bord pour pouvoir s'occuper de son enfant et en même temps se retrouve en isolement total et en grande difficulté. Avez-vous le sentiment que les parents guadeloupéens sont un peu désarmés, davantage qu'il y a 20 ans ? Oui, moi j'ai ce sentiment du fait de cet isolement. Et tant que, puisque la famille est seule, je veux dire, on est vraiment dans des toutes petites familles, quand une problématique se pose, la famille hésite à donner donc à l'enfant, j'ai envie de dire, des consignes, à le frustrer en se disant bon, il est bon ton de faire plaisir à son enfant, de lui acheter tout ce qui lui fait plaisir. Et on a des enfants qui vont j'ai envie de dire, grandir sans avoir de contraintes et de frustration. Alors, il y a un aspect social, éducatif. Expliquez-nous un petit peu comment vous intervenez dans les familles. D'accord. Alors, j'ai envie de dire, c'est un travail de collaboration. La puéricultrice toute seule ne peut pas faire grand-chose. Elle va s'appuyer sur le travail avec les sages-femmes, les médecins, les assistantes sociales, et à partir de là, sa place va être toute naturellement, j'ai envie de dire, en accompagnement. Dès la maternité, la sortie de la maternité, un relais va se faire, elle va pouvoir aller au domicile de la famille, être à disposition des parents. Je dis des parents, puisqu'au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment parler de la famille, papa, maman et plus. Donc, les problématiques doivent être partagées. Et quand la puéricultrice va au domicile, elle demande à rencontrer la famille. Elle va donner des conseils par rapport à la prise en charge de l'enfant, du bébé.
si la maman le souhaite évidemment, et aussi sur l'aménagement de l'espace. L'environnement est très important. Où va être situé le lit du bébé? Quel est le type? Est-ce que le berceau est adapté, hein, les jouets, etc. Patricia Gallo, vétéran, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Nous partons pour l'espace maintenant. Merci. Enfin, plutôt en Guyane bien avant. Le lanceur européen d'Ariane 5 a été placé sur orbite, 4 satellites de la constellation Galileo ce matin. C'est une première pour la France. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. 3, 2, 1, top. Allumage Vulcain. Pile à l'heure, sans perdre une seconde, le lanceur lourd européen s'est arraché de son pas de tir, apportant sous sa coiffe ses 4 passagers du jour. Depuis le début du déploiement des satellites de la constellation Galileo, c'est la première fois qu'Ariane 5 prend part à l'aventure. Jusqu'à présent, seul le lanceur russe Soyouz avait été employé pour mettre en orbite ces satellites. Mais plusieurs voix se sont élevées pour demander la participation du lanceur européen pour des satellites européens. Voilà, on l'a démontré aujourd'hui, puis avec ces 4 satellites déployés par Ariane 5. C'est la première fois qu'Ariane fait le job pour Galileo, et elle l'a fait vraiment magnifiquement, sans aucune anicroche. C'est un très beau succès. Il y en aura encore 2 autres, et donc oui, Ariane a montré qu'elle avait beaucoup de talent, et même celui de déployer des satellites Galileo. Pour cette mission, la 9e depuis le début de l'année, Ariane Espace a fait appel à la version la plus puissante de ses lanceurs. L'Ariane 5ES, habituée à arracher les 20 tonnes des modules ATV, n'a eu aucun mal à emporter les 3 tonnes des 4 satellites. Après un vol balistique de plus de 3 heures, le lanceur a mis sur orbite ses 4 passagers. Désormais, la constellation Galileo, concurrent du GPS américain, compte 18 satellites en orbite, et les premières fonctions commerciales seront disponibles d'ici le début de l'année prochaine. Voulu par l'Europe pour ne plus dépendre des Américains, Galileo doit être composé de 24 satellites à terme, et c'est Ariane 5 qui se chargera de lancer les prochains satellites de la constellation dans les 2 ans qui viennent. Prochaine Ariane 5 pour Galileo sera au 2e semestre 2017, et la dernière au début de l'année 2018. Donc on est dans un horizon de temps qui est un peu plus resserré que celui-ci. Et puis après, il y aura les dernières étapes de la constellation, mais notre contrat s'arrête avec 8 prochains satellites. Le prochain lancement est prévu le 5 décembre prochain. Les gars doivent mettre sur orbite un satellite turc. Elle aussi entend faire un retour fulgurant. La reine de la Biguine est de retour sur scène. Winnie Kaona est en tournée jusqu'au mois de décembre. Elle donnera un spectacle intitulé 9 poètes dit entre elles. Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont assisté à l'une de ces répétitions à la médiathèque du Lamentin. On regarde. 9 poètes dit entre elles, c'est le titre du récital mis en lumière par Winnie Kaona pour fêter ses 50 ans de chansons. Et j'ai voulu sortir un peu du traditionnel de la Biguine pour faire entendre, les poésies en musique de ces poètes tels que Guy Tyrolien, Ernest Pépin, Max Ripon, Fleurette Morand. Pierre Osna, Jean Albani, Mounde Rivel, Pierre Macorlan et Henri Bistoquet. Ils sont 9 en tout. Winnie Kaona a voulu mêler sa voix à leurs écrits et transmettre ce patrimoine. Suite au problème que nous avons connu avec Joanne, je me suis dit qu'il serait peut-être un peu de temps qu'en tant qu'artiste, j'apporte ma contribution à ma manière, à savoir apaiser les esprits et faire nos jeunes découvrir de la musique qui soit beaucoup plus posée aussi, qui soit moins agressive et qui pourrait leur permettre de de changer leur vision de la vie d'une manière générale et de la musique aussi. Pour ce récital, Winnie Kaona s'est associée à Cuba Coopération Guadeloupe, créée en 2013. Après avoir reçu l'ambassadeur et le célèbre sportif Sotomayor, ils ont organisé une résidence musicale avec un groupe cubain. Cuba Coopération, très fier d'avoir à la fois pu inviter nos amis cubains pour ces échanges musicaux, mais surtout d'avoir saisi l'opportunité de proposer à l'une de nos membres fondatrices, Winnie Kaona, tout simplement de transformer son récital en intégrant les musiciens cubains comme des complices, comme des acteurs. Et je crois que ça remplit la mission que nous avions prise, l'engagement que nous avions pris avec les collectivités, à savoir justement de croiser nos répertoires cubains et guadeloupéens. Une belle relation de coopération, un projet sur 2 ans.
on n'en est qu'à la première phase. Et la deuxième partie du projet, maintenant, elle va être différente. Elle va démarrer au mois d'avril. Elle sera dirigée par moi-même et par Guy Jacquet. Et ça s'appelle le Big Band Begin. Voilà. Donc il y aura des musiciens cubains qui reviendront. Peut-être ceux-là, si nous arrivons à trouver un accord entre eux et leurs responsables. Et sinon, nous prenons d'autres. Et la coordinatrice de cette deuxième partie dans la relation, ce sera également Chabela. Winnie Kaona et ses musiciens se produisent ce soir sur la scène du ciné-théâtre de Lamentin. Elle sera mardi prochain au MACT, puis à Basse-Terre et début décembre à nouveau sur la scène du ciné-théâtre. Un récital à ne pas rater. À vos stylos maintenant, c'est l'heure des informations pratiques. Vous pouvez toujours déposer votre candidature si vous souhaitez participer au Salon régional de l'artisanat organisé par la région en Guadeloupe. Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse qui s'indique au bas de votre écran. Et enfin, l'équipe de l'EFS vous donne rendez-vous demain à la mairie du Moule de 8h à 12h30. Et je vous rappelle qu'ATV s'est associé à Médecins sans frontières et on fait appel à votre générosité dans le cadre d'une grande collecte destinée à financer un hôpital pour Grand Brûle Haïti. Si vous voulez avoir des informations, un numéro, le 0596 37 99 96. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 60 11 2 fois ou à envoyer un email, information et indiscrétion à rédaction@atv.gp. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.